Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir aux peuples, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en action. Alors, à quelle action allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. I don't expect you to clown yourselves and collapse the distance and difference between sharing bread and sharing bed. I know that feeling, so give me a break and stop the fake. They say a hungry man is an angry man, but I say I am not hungry, I am hunger. I am not angry, I am anger. I am not dangerous, I am danger. I am an abominable time bomb, able to blast limestones and thunderbolts because somehow I am torn, tried and tired. So you see, you don't have to hear the sound of my voice before you know that hunger is real, scarcity is not. So please, check the time. It's history time, passion time, meaning time, access time, free flow time, sharing time, bread time, your time, my time, our time. Now, oh, now is urgent time. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous et bienvenue à cette session qui est faite dans le cadre de ce programme. Je vais partager mon écran de manière à ce que nous puissions commencer.
Je veux juste confirmer que vous voyez mon écran. Nous allons commencer maintenant. Encore une fois, un grand bonjour à tous, d'où vous vous connectiez dans le monde. La session d'aujourd'hui va parler du programme de développement économique. Nous allons partager davantage d'informations sur notre programme et la manière dont nous allons bâtir la résilience dans 12 municipalités au Kenya. Donc, encore une fois, nous sommes connectés depuis Nairobi au Kenya et bienvenue à tous. Je vais vous parler un petit peu de cette session. Donc, cette session va durer 1 heure et 45 minutes et nous allons regarder diverses parties de ce programme. Donc, pour commencer, je vais me présenter ainsi que nos orateurs. Mon nom est Lise Monga. Je suis la responsable de l'investissement et de la chaîne de valeur pour ce programme. Ensuite, il y a Monica Monsehwe qui va parcourir donc une vue d'ensemble du programme. Nous avons également Simon Elliott avec nous, qui va être un autre orateur, qui est notre spécialiste d'urbanisation économique. Ensuite, nous avons Milton Laure, qui est le responsable des partenariats d'Open Capital Advisors. Et il va parler de nos investissements. Et ensuite, nous avons Priscilla Osloch, qui est la responsable des services d'assainissement à Talini. Et nous allons parler d'un exemple de nos projets en regardant particulièrement les défis urbains de l'assainissement et comment nous les réglons. Cette session parle de la manière dont nous travaillons là-dessus. Nous allons nous concentrer sur les exemples qui sont mentionnés sur les 12 municipalités en question et nous espérons que ça va être une session qui va nous ouvrir les yeux parce que nous allons partager beaucoup du travail que nous avons fait ces dernières années et nous allons partager donc des aspects que nous avons étudiés. Donc, nous voulons travailler sur ceci. Je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que nous allons ensuite pouvoir faire ceci. Mais ce à quoi je vous encourage, c'est qu'au fur et à mesure où on vous voit, c'est 1 heure 45 minutes. Nous allons avoir le temps de parler. Donc, les participants vont pouvoir poser des questions. Je vous encourage, dès que vous aurez une question, d'utiliser la messagerie afin qu'on puisse prévoir comment faire ceci. Donc, encore une fois, je vous accueille une fois de plus à cette session. J'espère qu'elle va être très ouverte. Pour commencer, je vais demander à Monica, qui est notre responsable, de parcourir le programme avec vous. Donc, Monica, la parole est à vous. Merci Lise et bonjour à tous. Je vous salue depuis Nairobi au Kenya où nous sommes en train de mettre ce programme en place. Je vais rapidement parcourir une vue d'ensemble du programme pour vous donner de l'information, pour vous montrer jusqu'à quel point nous sommes allés avant de creuser les composantes individuelles qui seront évoquées par les différents orateurs. Donc, le programme Suède veut dire donc c'est un programme qui est un programme de 70 millions de livres sterling soutenu par le gouvernement du Royaume-Uni. Ce programme soutient 12 municipalités qui se développent rapidement, qui développent donc leur plan économique et pour attirer des investissements pour des projets d'infrastructures critiques. Cela aide les municipalités de basculer
de l'état dans lequel ils sont pour devenir des centres urbains vibrants. Donc, ils ont plusieurs objectifs afin de pouvoir mettre en place ou actualiser leur plan d'urbanisation pour être mieux organisés. Un autre aspect des objectifs du programme est de soutenir les changements législatifs et de politique parce que nous savons qu'il y a des goulets d'étranglement quand il y a des problèmes de donc, nous essayons de régler donc ces goulots d'étranglement et les régler dans ces municipalités. Ensuite, un objectif critique est d'augmenter les investissements dans ces municipalités pour les projets qui ont été identifiés en termes de résilience climatique et d'infrastructure. Nous voulons aussi avoir cet impact de créer des emplois résilients au climat à travers ces projets et de s'assurer que de ce qui sort de ces projets, cela permet de s'adresser au marché de manière plus vaste. Donc, il y a plusieurs composantes, mais surtout un aspect économique pour attirer les investissements dans ces municipalités. Et autour de ces deux composants, il y a aussi un aspect de développement de capacité et de réforme. Il y a aussi deux mécanismes dans le programme. L'un, c'est l'assistance technique. Et quand on regarde ces problématiques, ce sont les parties qui font partie de l'assistance technique que nous offrons. Il y a aussi un autre aspect qui est le Seed Fund qui fournit les possibilités qui ont été mentionnées. Ensuite, le programme s'adresse à 12 municipalités et à 2 blocs régionaux économiques. Donc, voici la carte du Kenya et la manière dont ces 10 municipalités sont réparties dans ces blocs économiques régionaux. Donc, ces municipalités ont développé pour 10 d'entre elles leur plan économique et nous sommes en train de travailler avec elles pour attirer des investissements sur leur municipalité. En termes de mise en place, le premier composant de ce programme commence avec une subdivision en 4 groupes. Donc, un premier composé de Isiolo et Malindi, où nous avons déjà préparé les plans économiques urbains pour ces deux municipalités. Ils ont adopté leur UAP, même chose avec les municipalités des deux groupes où nous trouvons Chisi et Itam. Donc, nous avons déjà des plans économiques urbains adoptés à travers les municipalités. Il y a le groupe 3 où nous trouvons Eldoret, Kergoya et Mandera. Donc, tout ceci a été finalisé et adopté. Dans le groupe 4, ce sont des municipalités où on trouve Lao, Orte et Goma, où on avait juste à peine finalisé les UAP. Les UAP, nous sommes en cours de les faire passer, de changer de main. En termes d'attractivité pour les investissements, pour le premier groupe de municipalités, nous sommes donc à l'état de diligence raisonnable, puis nous sommes en état de marqué, donc nous sommes au groupe 3 à sélection du projet où nous devons sélectionner les projets qui vont être soutenus à travers l'attraction de ces investissements. Pour ce qui est du développement des capacités, nous avons donc fait une évaluation des besoins en termes de capacité. Nous avons aussi formé toutes les municipalités pour la gestion financière.
Nous allons partager ceci avec les 4 qui restent. Et puis, nous avons donc financement pour un projet. Nous avons déjà un projet dans le pipeline. Merci. Merci beaucoup, Monica, pour nous avoir donné une vue d'ensemble du programme Suède et de nous expliquer les différentes composantes. C'est important pour nous de mieux comprendre la manière dont nous faisons notre urbanisation économique. Et je veux inviter Simon Elliott, notre spécialiste de planning urbain, de partager sa présentation. Et puis, nous ouvrirons les choses pour un Q&A pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Simon, la parole est à vous. Merci, Liz. Bonjour à tous. Mon nom est Simon Elliott, comme l'a mentionné Lise. Je suis le responsable du Kenya pour les 12 plans économiques urbains qui vont faire partie du programme Suède au Kenya. Je vais parler du processus de planification, ce qu'il a impliqué et l'un des éléments clés de ce processus est partagé avec vous certains des résultats pour vous donner un ressenti des UEP et puis pour tout ce qui est résilience climatique et croissance urbaine et économique des municipalités. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'un plan économique d'urbanisme? Il y a plusieurs approches, mais dans le cadre du programme Suède, cela permet une croissance économique et de soutenir ceci de manière inclusive. Nous identifions et nous mettons la priorité sur des projets intégrés. Comment faisons-nous ceci? C'est fait à travers une évaluation de l'état économique actuel de la municipalité. C'est un diagnostic clé qui permet de comprendre l'économie dans la zone municipale et comment ça s'inscrit dans la région de manière plus vaste ainsi que nationalement. Nous pouvons identifier et commencer à préparer les chaînes de valeur pour le développement économique et pour l'investissement dans l'avenir. Nous commençons à prioriser ce que nous considérons être l'infrastructure clé afin de soutenir le projet de chaîne de valeur, mais aussi pour permettre à la municipalité de répondre aux défis auxquels elle doit faire face en termes de croissance urbaine et de migration. Ensuite, nous identifions certains des domaines de capacité qui sont exigés de la municipalité afin qu'elle livre ce qu'elle doit. Et nous essayons de trouver les opportunités qui seront couvertes dans la prochaine partie de la session. Donc ici, il s'agit de créer le moyen de livrer pour les infrastructures et pour gérer bien au-delà de la fin de ces programmes. Les phases de développement sont centrées sur 4 domaines clés. Il y a une phase initiale qui est de rencontrer toutes les parties prenantes dans les communautés, d'être engagé avec eux, de faire des visites de sites dans tous les différents secteurs de la société au sein des municipalités elles-mêmes. Puis, nous préparons un rapport diagnostic qui identifie les aspects économiques et démographiques de la municipalité et où elle s'inscrit au sein de la structure et d'une perspective économique et démographique. Nous faisons une analyse des écarts qui existent, ce qui est bien, ce qui doit être amélioré et où il existe des écarts par rapport à la résilience au climat. Donc, nous faisons un profil de risque pour s'assurer que nous capturons tous les risques et que nous planifions pour l'avenir. Tout ceci est coalisé dans une analyse des forces, des faiblesses
des menaces et des opportunités. Donc, nous voyons les menaces et nous essayons d'identifier où sont les barrières de croissance et les opportunités de croissance en allant de l'avant. Tout ceci est cristallisé dans un rapport technique que nous finalisons. Nous voyons donc la valeur et les priorités qui ont été identifiées dans un flux parallèle d'évaluation économique de nos experts et puis nous identifions quelles sont les opportunités en termes de résilience qui permettent d'identifier ceci, mais afin de permettre à la municipalité de répondre à ces risques climatiques. L'UEP lui-même fixe une vision, regarde ce qui est nécessaire pour faire avancer la municipalité. Nous développons un cadre de développement et nous identifions les infrastructures résilientes en termes climatiques qui doivent être mises en place pour soutenir les projets. Le programme Suède s'inscrit sur 4 principes clés qui tournent autour de la résilience économique, mais aussi en étant adaptif aux changements climatiques et aux impacts du climat, en introduisant des ressources intelligentes, en cherchant des résiliences autour de l'économie, voir aussi quel est le rôle des liens urbains dans les comtés. Nous avons donc un élément très fort d'inclusion sociale dans notre programme. Tout ceci permet d'identifier les groupes d'intérêt spéciaux et de les embarquer avec nous sur ce parcours et de les inclure dans toutes les propositions en allant de l'avant. Et puis, nous regardons aussi l'aspect durable, donc des développements bas carbone, en regardant l'énergie verte et les infrastructures comme solution pour la résilience climatique. Donc, nous regardons ce qui permet d'identifier donc ceci avec notre évaluation de risque pour identifier comment nous pouvons améliorer les services fournis dans la municipalité, protéger les actifs qu'elle a déjà et ceux de la communauté, ainsi pour ce qui est de leur vie et de leur gagne-pain. Nous regardons aussi les impacts du changement climatique afin de gérer les ressources naturelles qui sont utilisées et pour passer à zéro déchet avec des processus d'économie circulaire là où nous pouvons afin de nous assurer d'avoir zéro déchet. Nous cherchons à éviter, réduire ou capturer des émissions à travers des solutions intelligentes. Nous devons également être inclusifs socialement. À tout moment, nous cherchons à réduire la charge domestique, la charge de nombreux groupes vulnérables qui ne fait qu'augmenter avec des conditions climatiques particulières. Et ceci est déjà en cours. Nous avons un programme d'inclusion en termes de genre, d'âge, de handicap et d'autres formes de handicap comme le VIH-Sida et d'autres groupes d'intérêt qui sont identifiés à travers ce programme d'inclusion de genre. Nous identifions les groupes, nous comprenons pourquoi et comment ils sont exclus, puis nous cherchons à développer un plan d'action pour voir comment ces groupes peuvent être inclus dans ce programme et dans tous ces développements. En termes de critères d'évaluation du projet, vous pouvez voir à gauche que tous ces projets sont évalués selon toute une série de questions. Les questions de départ sont en orange et répondent avec les principes clés de Suède autour de la résilience climatique, d'une économie durable et écologique et d'inclusivité.
afin d'être incluses dans le plan d'urbanisme économique. Nous avons aussi d'autres critères de succès comme la production de revenus, les investissements dans l'économie locale. Est-ce que ces projets vont aussi permettre davantage de croissance économique? Est-ce qu'ils répondent aussi aux défis de l'urbanisation actuelle? Et est-ce qu'ils vont encore une fois, permettre à la municipalité de répondre aux défis du changement climatique et de l'urbanisation. Puis nous cherchons à introduire les bonnes pratiques où nous pouvons. Le plan économique urbain a aussi un fort élément spatial. Je partage ici avec vous un exemple de ce à quoi ça ressemble et il permet d'identifier les domaines clés que nous pensons être intégral au développement économique. Et dans ce cas, les domaines de concentration, il y a toute une série d'interventions et de projets qui sont identifiés dans ce domaine afin de permettre une croissance urbaine et un développement économique afin d'encourager des investissements de plus. Donc maintenant, nous regardons les développements industriels pour permettre aux autorités, encore une fois, d'attirer des opportunités de chaîne de valeur pour permettre donc les économies d'échelle qui sont associées avec le partage d'infrastructures et les synergies qui tournent autour de ces synergies. Puis nous avons ce qu'il y a en bleu-vert. Donc, c'est tout ce qui est de sources ouvertes en introduisant des sources naturelles dans la zone verte, en permettant de développement de zones vertes, mais aussi la remédiation des cours d'eau qui sont vraiment vitaux pour améliorer l'environnement et la propreté de l'eau et aussi pour son usage maintenant. Donc, le dernier plan économique urbain est sur 3 aspects. Donc, nous avons une vision avec toute une série d'objectifs. Nous avons ensuite des plans d'action du secteur économique qui sont nécessaires pour le succès de la municipalité et nous avons avec ceci des projets sur la chaîne de valeur. Puis nous avons un cadre de développement comme j'ai partagé avec vous en termes des arrangements spéciaux sur ces projets et la manière dont ils sont liés entre eux. Puis nous avons des projets qui nous permettent de voir quelle est la priorité en termes d'infrastructures pour la croissance des villes et des municipalités. You now are some of the outcomes, if you like, of some of the urban economic plans that we've prepared. This one is for E10. Avec vous maintenant certains des plans économiques que nous avons mis au point. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le Kenya, E10 se trouve au nord-ouest du pays. Il s'agit d'une zone en haute altitude. C'est une ville qui se trouve au bord d'une falaise et qui est très connue des coureurs internationaux qui viennent pour la saison de course. Et bon nombre des coureurs olympiques et internationaux se rendent à Iten pour se préparer pour des championnats. Donc, en termes de la vision économique clé qui a été développée, il s'agit toujours d'être un champion économique et d'identifier cet aspect vert, cette économie agricole à de nombreux secteurs qui sont prometteurs pour le développement. Le plan économique urbain a ensuite 2 plans d'action différents, l'un qui est lié au tourisme et un autre plan d'action qui est lié à la diversification et notamment à l'agriculture. Et en termes de développement, de cas de développement, nous avons également une infrastructure, essayons d'identifier où se trouvent les infrastructures permettant cette vision. Il y a des municipalités notamment où il y a eu des interventions pour développer justement cette économie autour du sport. Donc,
nous sortons maintenant d'Iten. Je vous donne une petite idée des infrastructures urbaines, des réponses au changement climatique et aux risques climatiques, mais aussi permettant l'économie locale de se développer davantage. Nous avons le hub de sport, le pôle de sport, qui est un pôle international, une académie pour les coureurs locaux et internationaux avec toutes les infrastructures nécessaires, les équipements nécessaires, notamment le logement aussi. Ensuite, nous avons le CBD parce qu'il y a vraiment un aspect commercial qui est la ville principale au sein du comté. Donc, nous avons regardé comment améliorer ce pôle CBD qui est très touché à l'heure actuelle par les averses importantes, les événements climatiques. Et donc, nous essayons d'améliorer la réponse à ces changements climatiques. Ensuite, nous avons identifié un pôle industriel où trouver la valeur, la chaîne de valeur, etc. Un autre exemple que je souhaite partager avec vous, c'est le UEP Kisii. Il est très différent d'Iten. Iten a une population de 15 à 20 000 personnes et Kisii a plus de 220 000 habitants. L'un de notre points clés pour sortir de l'UEP, c'est vraiment les opportunités de chaîne de valeur. Et si je partage avec vous les 6 priorités en termes d'opportunités qui ont été identifiées dans le cadre de l'UEP, une fois que nous avons mangé sur tous les secteurs économiques, en particulier autour de l'agriculture, l'élevage et la transformation de produits agricoles. Le point clé, c'est donc les bananes, l'avocat également, avec tous les différents fruits et légumes qui sont produits à Kisii. Et il s'agit également de la transformation du lait et des produits laitiers. Nous essayons de mettre au point une économie circulaire. Vous pouvez le voir à droite de l'écran. Comment est-ce que les produits partent de la ferme, sont ensuite transformés et reviennent à la ferme. Les bananes vont utiliser les bananes elles-mêmes et tout le produit, que ce soit le fruit, les fibres, les feuilles, de différentes façons. Et nous les transformons pour leurs fleurs aussi également. Et ils sont également utilisés comme des absorbants, des lingettes. Nous pouvons également faire des ustensiles avec ces feuilles. Donc, tous les produits qui sont généralement jetés sont cette fois-ci transformés, utilisés et vendus sur le marché. Ensuite, il y a une intervention des infrastructures urbaines. Nous avons identifié qu'ici, il s'agissait d'une ville qui n'était pas très planifiée sur le plan urbain, mais il y avait une population conséquente. Donc, nous avons identifié un cluster logistique pour qu'il y ait donc les véhicules nécessaires pour cette activité autour du CBD, qui doit être placé au nord. En fait, nous avons regardé au sein du CBD comment créer des liens avec des solutions fondées sur la nature. Nous avons regardé les différentes rivières et cours d'eau qui se trouvent dans la région. Et nous avons amélioré le marché. C'est un élément très important pour Kisii. Donc, cela vous montre toutes les actions qui sont menées dans le cadre de l'UEP. Il s'agissait de projets financés et utilisés par les municipalités. Donc, certaines des principales leçons tirées, eh bien, il faut impliquer les parties prenantes dès le premier jour, mais il s'agit également de transmettre des connaissances et pas seulement de notre équipe vers les différentes parties prenantes, mais il s'agit également de comprendre leur vie quotidienne. Ils ont été touchés par le changement climatique depuis longtemps et il s'agit également de comprendre comment nous pouvons les aider à gérer leurs moyens de subsistance au quotidien grâce à ces connaissances. Nous nous concentrons également beaucoup sur le processus de diagnostic, une fois de plus avec beaucoup d'engagement et avec différentes parties prenantes également. L'idée, c'est d'avoir un UEP qui ait un impact. Il est important de donner la parole aux groupes d'intérêt spéciaux et leur montrer en particulier aux groupes marginalisés qui sont impliqués.
Cela fait partie du rapport sur le genre et les minorités. Nous souhaitons également avoir des procédures d'égalisation et il faut que ces personnes aient un moyen de subsistance. Il est très important de structurer votre engagement des parties prenantes autour de la réalité de leur vie quotidienne. Il faut également faire montre d'agilité, de personnalité. Ça signifie qu'au bout de 6 mois, lorsque l'UEP a bien été préparé, bien souvent, les personnes vont passer à autre chose et vous devez vous assurer que vous avez une certaine continuité en termes de personnes engagées dans ce processus afin qu'ils puissent continuer une fois que l'UEP a été adopté et que le programme passe à la phase d'attractivité des investisseurs. Merci Lise, je vais m'arrêter là. Merci Simon d'avoir expliqué le processus de planification économique urbaine à nos auditeurs. Nous avons une question juste avant que vous partiez. C'est une excellente question de Mogusu Obed qui nous demande, je vous la lis, merci pour cette belle présentation. Il y a eu quelques incidents qui ont été remarqués par les municipalités précédemment et qui ne s'en sortent pas très bien. En particulier en ce qui concerne les ripostes à l'urgence, que ce soit des incendies ou l'effondrement d'un bâtiment, est-ce qu'il y a des plans pour intégrer cela dans le cadre? Je pense que c'est une excellente question, Simon, parce qu'il y a de nombreuses municipalités qui ont besoin de soutien en particulier pour la conception de cadres pour ce type d'urgence comme un incendie ou bien des problèmes de fuite récurrentes. Peut-être que vous pouvez y répondre et nous dire comment vous avez vu dans les municipalités la façon dont elles géraient ces questions-là et du point de vue de la planification urbaine. Merci Lise, merci pour cette question. La gestion des catastrophes était un point clé que toutes les municipalités ont mentionné, qu'il s'agisse de gérer des problèmes liés aux tempêtes, aux inondations, aux averses, aux sécheresses ou aux incendies. Il fallait prendre cela en compte. La plupart d'entre elles ont un plan de gestion des catastrophes. Ce que nous aimerions faire, c'est, pour le cadre de développement, nous souhaitons nous assurer que la planification à l'avenir va leur permettre de mettre en œuvre ce plan et de le renforcer lorsque c'est possible. Par exemple, à Kissy, nous avions eu une situation où il fallait avoir accès à des domaines plus informels. Donc, nous avons créé des liens qui devaient être entretenus. Cela ne voulait pas forcément dire qu'il fallait beaucoup de temps pour mettre au point ces infrastructures, mais il s'agissait par exemple de mettre au point des routes ou bien un drainage au bord des routes pour s'assurer que ces routes resteraient ouvertes au cours d'inondations ou de périodes de précipitations conséquentes. Ainsi, les véhicules de secours, notamment, pouvaient entrer dans ces zones-là. Donc, cela faisait partie du processus de mise au point du plan urbain, s'assurer qu'il y avait les bons soutiens aux bons endroits pour s'assurer que la riposte à l'urgence pouvait être faite le plus rapidement possible. Merci, Simon. Nous allons rapidement passer à la deuxième question de Membo Changula. J'aime le fait que vous vous concentrez sur l'inclusivité économique avec un plan pour structurer les activités économiques dans le plan économique urbain. Est-ce que ça a été une réussite en particulier d'intégrer les activités informelles, surtout les activités illégales? Du point de vue de l'UEP, c'est une question très, très intéressante. Nous sommes très préoccupés par le développement de l'économie informelle. La plupart des entreprises de commerce au niveau des municipalités sont informels. Les marchés eux-mêmes ont été identifiés et ils ont des structures informelles de fonctionnement. Mais nous avons identifié au sein des municipalités, j'ai partagé l'exemple d'ITEM, où nous sommes penchés sur
la zone du marché local CBD pour permettre aux vendeurs d'être plus efficaces, de moins dépendre des chocs climatiques et des catastrophes météorologiques pour pouvoir opérer de tout temps et pour intégrer l'accès universel. Pour que les personnes handicapées puissent également tenir une boutique dans ce marché. C'était un thème clé, encore une fois, dans la plupart des municipalités, y compris qu'ici, et item, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. En ce qui concerne l'informalité ou l'illégalité, c'est une chose que nous devons gérer au niveau municipal, évidemment. Nous ne pouvions pas particulièrement nous y pencher nous-mêmes. D'accord, merci beaucoup, Simon. Merci de nous en dire plus sur ce plan urbain et sur le processus dans lequel vous êtes embarqué. La semaine dernière, nous avons fait une présentation similaire à Afrocité et beaucoup de municipalités se penchent sur cette possibilité de développement urbain pour pouvoir vraiment prendre en compte l'aspect économique, comment prioriser les projets et quels sont les investissements requis pour que ces projets sortent de terre. Donc, cela donne vraiment la transition parfaite pour notre processus d'attraction d'investissement. Cela montre que nous pouvons prioriser et comprendre ce dont nous avons besoin pour que ces projets soient réellement développés et attirer d'autres sources de financement. Ce que nous constatons dans nos municipalités, c'est que rares sont les projets qui attirent des investisseurs pour ce type de changement. Si on comprend comment est-ce que le financement part des organisations vers les gouvernements nationaux, puis vers les gouvernements régionaux, puis les municipalités, il faut que l'on comprenne comment cela fonctionne pour pouvoir être capable de développer du financement qui peut ensuite encourager la croissance économique. Je souhaite présenter notre prochain orateur qui va nous parler du processus d'attractivité d'investissement Suède. Il s'agit du directeur des financements à Open Capital. Il travaille à Esiolo et à Malindi pour que les projets de développement urbain soient viables. Il va nous parler de ce processus, comment ça fonctionne, quels sont les défis, parce que ce ne sont pas des projets faciles. Et il va également nous faire part des principaux enseignements tirés dans son travail et quelles sont les principales opportunités de financement, non seulement dans ces domaines, mais en général aussi dans tous les domaines sur lesquels il s'est penché. Donc, est-ce que tu peux allumer ta caméra et commencer ta présentation, Milton? Thank you very much, Liz. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonsoir, peut-être, je ne sais pas où vous vous trouvez. Comme Liz l'a mentionné, le capital urbain est l'une des entreprises chargées d'attirer des investisseurs dans le cadre de ce programme pour 10 municipalités pour qui l'attractivité des investissements a été priorisée pour les activités de planification urbaine, comme cela a très bien été expliqué à l'instant. Au-delà de l'attraction des investissements, il y a d'autres types d'interventions simultanées comme le renforcement des capacités dans lequel nous nous engageons. Il s'agit également de faire de la sensibilisation. Dans la diapositive que vous avez sous les yeux, vous voyez le processus d'attraction d'investissement. Il s'agit d'un processus plutôt linéaire. On part de la planification économique et urbaine. Nous allons en parler un petit peu plus tard au cours de cette présentation. Ce processus n'est pas si linéaire qu'il peut en avoir l'air. Mais pour l'objectif de la méthodologie et pour cette approche, nous
nous basons principalement sur le plan économique urbain. Nous avons un processus d'évaluation et de sélection. Ensuite, nous priorisons les projets en fonction de leur préfaisabilité. Ensuite, nous étudions la due diligence et puis nous mobilisons des fonds et des structures de transaction. Si vous gardez à l'esprit ce que je vous ai dit plus tôt, les programmes obtiennent un soutien financièrement grâce à l'assistance technique. Les équipes d'attraction de financement utilisent l'expertise dans la chaîne de valeur et dans l'infrastructure pour aider au développement de projets. Nous utilisons les conseils de conseillers financiers pour la mobilisation de fonds et les municipalités obtiennent également l'aide pour obtenir des structures de financement particuliers autour de la gestion financière. Au-delà de cette aide financière, nous avons également une assistante technique. Le programme Suède a une entité de réduction des risques qui fournit des fonds, des subventions qui soutiennent le co-investissement pour les projets de chaîne de valeur. Comme Simon l'a dit tout à l'heure, dans le processus de planification des projets urbains, les projets sont évalués en fonction de divers critères, en particulier la résilience climatique, la durabilité, l'efficacité en termes de ressources. Et bien qu'au cours de cette phase d'attraction des investissements, ces éléments sont revus, mais aussi on s'épanche sur des éléments liés à la taille du marché, des personnes du projet, la préparation au projet priorisé. Si on prend l'exemple d'Isiolo et Malindi, là où nous nous sommes penchés sur l'attraction de fonds, donc après le processus de planification urbain dans chacune de ces municipalités, en se basant sur une évaluation des projets et un processus de sélection qui évaluait différentes chaînes de valeur et réfléchissait à différentes options pour la résilience des infrastructures. À Isiolo, du point de vue de la chaîne de valeur, nous avons vu la transformation de la viande. Ça a été la priorité. On s'est également basé sur des activités existantes gérées par le gouvernement de comté local pour construire un abattoir. Donc, le projet priorisé ici est un projet de transformation de la viande. De surcroît, en ce qui concerne les infrastructures résilientes au climat, nous avons regardé la gestion des déchets et en particulier des déchets solides. Ça a été une priorité. Et comme cela a été mentionné précédemment, un drainage durable. Il faut garder à l'esprit que Isiolo se trouve au nord du mont Kenya, sur la rivière, dans la vallée, pour ainsi dire, du mont Kenya. Donc, Priscilla, après moi, va mieux expliquer le processus d'égout. Nous souhaitons également ajouter de la valeur pour le tourisme. Nous regardons également la transformation des fruits ainsi que les activités marines. Le processus d'attraction d'investissement au sein de Suède a été structuré comme une approche multiphase séquencée en se basant finalement sur l'approche de l'UEP.
Nous prenons chacun des projets priorisés dans leur phase de pré-faisabilité. Ensuite, nous regardons la structure de la transaction. Parallèlement à cela, nous regardons le marché et nous essayons d'obtenir un soutien et ensuite nous atteignons la phase de clôture financière. Il faut garder à l'esprit que ces projets sont eux-mêmes financés par différentes sources grâce à une sensibilisation des investisseurs ciblés, non pas seulement des investisseurs privés, mais également des investisseurs publics. Tout dépend du mix de projets et des parrainages obtenus. En ce qui concerne Isiolo et Malindi, cela a également été mentionné précédemment. Il y a des études de pré-faisabilité et ils sont à différentes étapes de l'implication du marché. Parfois, les investisseurs et les opérateurs ont déjà été identifiés et nous sommes en train d'avoir des discussions concernant les transactions. Dans d'autres cas, les opérateurs ou les investisseurs sont encore en train d'être identifiés. Je vais parler un petit peu plus des apprentissages que nous avons tirés de cela, mais cela va sans dire, ce processus prend bien plus de temps que les autres et donc on se lance là-dedans dès le départ. Alors, à Kissi et à Iten, au-delà de la planification urbaine économique, nous avons vu de nombreux progrès être effectués avec des projets à différentes étapes de leur conception, de leur mise en œuvre. L'étape suivante pour les municipalités, nous avons 3 autres municipalités, Eldoret, Kerugoya et Mandera, ainsi que Mongoya, Orte et Lamu. Des projets ont été identifiés dans ces villes dans le cadre du processus de planification urbaine. Et pour chacun de ces projets, de ces plans présentés, il y a des investissements et des prérequis indiqués pour les différentes infrastructures résilientes au climat et pour le processus également de financement. Alors, je vais maintenant me pencher en particulier sur les défis, les enseignements tirés et que nous souhaitions partager avec vous au cours de cette session d'aujourd'hui. D'abord, un facteur de réussite clé, c'est vraiment l'implication des relations que nous avons déjà sur place et trouver des champions pour ces projets, non seulement dans les municipalités elles-mêmes, mais aussi dans le contexte des investisseurs. En nous penchant sur différentes expériences que nous avons pour construire et sécuriser des fonds, on peut apprendre beaucoup d'initiatives comme celles que nous avons faites par le passé qui ont des opportunités similaires. Par exemple, dans une municipalité, dans un comté, dans le cadre de notre processus d'attraction, eh bien, nous avons reçu de nombreux retours de la part de comtés qui souhaitaient que des projets publics soient financés, alors que certains d'entre eux auraient mieux été gérés et opérés par des acteurs privés. Nonobstant, la principale leçon tirée est vraiment pour les chaînes de valeur ciblées. Nous reconnaissons que les projets
proposés vont peut-être évoluer après l'étude de préfaisabilité. Et en gardant cela à l'esprit, eh bien, nous devons avoir un large éventail de parties prenantes, non seulement dans le contexte de ceux qui ont été identifiés et dans des segments identifiés dans la chaîne de valeur, mais aussi à travers toute cette chaîne de valeur. Et nous devrons vraiment nous aligner entre partenaires et avec les municipalités et les comtés impliqués. Pour les principaux enseignements, eh bien, il faut que la procédure d'attraction d'investisseurs se fasse de façon précoce. Nous, c'était au cours de la période Covid. Et cela a eu un impact sur le niveau de relations et d'engagement interpersonnel possible, non seulement du côté de la municipalité, mais aussi avec les investisseurs et les opérateurs prospects. D'un coup, nous avons reçu de très nombreuses manifestations d'intérêt, parfois en personne, et nous devons garder à l'esprit que les interactions virtuelles sont pour l'instant la nouvelle norme. La plupart des projets sur lesquels nous avons travaillé auraient pu, dans la plupart des cas, être davantage définis avant d'être menés à bien, avant d'avoir l'évaluation de faisabilité. Je me parle en me plaçant du point de vue de l'expérience que nous avons eue avec le projet initial, pour lequel il y a eu 2 études de préfaisabilité. Et nous avions finalement en fait des diamants bruts qui auraient mérité d'être un peu mieux polis avant d'être proposés aux financeurs. Et nous avons déjà pris en compte certaines de ces leçons avec les études de préfaisabilité et les études de marché qui sont menées par nos pairs et nos conseillers en investissement. Donc, Suède, en tant que programme, permet d'avoir des apprentissages en temps réel ce qui concerne les processus et la méthodologie. C'est évident, en particulier lorsque l'on voit l'approche que nous avons prise, en particulier pour les études de faisabilité et de marché, ainsi que les différentes transactions. Ensuite, dernier, mais non des moindres, le projet sur lequel nous avons mis une priorité pour Suède de là où nous sommes positionnés, la véritable problématique était au départ d'attirer des investisseurs, pas juste pour des projets de chaîne de valeur, mais aussi pour des initiatives d'infrastructure, donc d'attirer des opérateurs professionnels qualifiés pour amener des capitaux. Toute une série des villes intermédiaires avec lesquelles nous sommes impliqués afin de galvaniser des intérêts d'établir. Donc, c'est ce que le fonds de Suède cherche, auquel elle cherche à répondre. Cela permet d'attirer l'attention des investisseurs et des exploitants. Ce que nous avons appris du processus d'attraction des investisseurs et des opérateurs
Ils sont probablement plus enclinés à être attirés par du développement fait par des institutions financières, surtout si ce sont des projets qui sont structurés avec de gros investissements. Donc, j'espère que j'ai pu vous brosser un peu un tableau sur l'attraction des investissements dans le cadre de Suède, en me concentrant certes sur certaines municipalités, mais en reconnaissant que certaines des municipalités avec lesquelles nous travaillons sont similaires en nature et que les opportunités sur lesquelles nous avons mis une priorité reprenaient toutes les municipalités en question. Merci Milton pour cette présentation et merci d'avoir parcouru avec nous pas juste le processus, mais certaines des leçons que nous en avons retirées. Je pense qu'une des questions que j'ai, en attendant les quelques questions de l'auditoire, quand nous avons commencé à travailler avec les municipalités, parfois elles ne se voient pas comme entités pour attirer les investissements parce qu'il y a le comté, il y a l'autorité d'investissement au Kenya. Donc, je voulais juste parler du travail que vous avez fait sur le fait d'augmenter les capacités des municipalités parce qu'au bout du bout, c'est toujours plus facile de trouver le secteur privé pour investir et soutenir les investissements, mais le gros travail, c'est de regarder les entités publiques et d'essayer de les amener à un certain niveau parce que nous savons qu'au bout du bout, c'est là où il y aura beaucoup plus d'impact parce qu'on ne regarde pas juste l'entité elle-même qui peut fournir des financements, mais qui puisse aussi fournir des projets d'infrastructure majeurs. Donc, j'aimerais juste parler du côté infrastructure en attendant donc les questions du public. Merci, Lise. Je pense qu'en termes du développement des capacités, du renforcement des capacités que nous avons pu faire dans le contexte de l'attraction des investissements, je pense que ça a été un peu un mélange. Ce que nous avons fait, c'est fournir des opportunités d'apprendre au départ de conversations réelles ainsi que de retour. En prenant l'exemple du sommet AfriCities qui a eu lieu la semaine dernière, d'avoir des officiels qui nous accompagnent pour des conversations qui attirent donc des productions. Donc, ici, c'est mené par du secteur privé. En termes de perception du marché, de réalité, qui fournissent un aspect de réalité sur donc cet aspect. Nous espérons en faire davantage parce que nous trouvons que cela fournit également des opportunités pour l'intégrer dans des politiques et des stratégies qui évoluent et aussi de permettre des améliorations de l'environnement. De plus, au sein des municipalités, nous-mêmes ainsi que nos pairs avons mené des programmes de formation qui impliquaient les responsables municipaux, les membres des conseils d'administration ainsi que des représentants des comtés et des bureaux d'investissement, de promotion des investissements dans les comtés. Gardez à l'esprit que ces municipalités ainsi que ces comtés sont
sur différentes positions en termes de leurs capacités existantes et de leur possibilité de prendre en compte certaines des fonctions, mais aussi pour fournir des lignes directrices sur les domaines sur lesquels les municipalités sont déjà familières en termes de gestion publique financière. Donc, j'aimerais offrir ceci dans la perspective d'attirer des investissements publics aussi bien que privés. Merci beaucoup, Milton, pour avoir répondu à cette question et de nous avoir parlé du processus d'attractivité des investissements. J'aimerais maintenant que nous parlions avec notre prochain orateur et s'il y a des questions pour vous de la part du public, nous nous y attellerons à la fin. Donc maintenant, nous avons parcouru avec vous sur la vue d'ensemble du programme, le programme de planification urbaine, le programme d'attraction des investissements. Donc, une fois qu'un projet a été identifié et prioritisé dans les autres processus, nous passons du temps afin de comprendre pour comment amener ce projet de ce stade-là jusqu'au stade où il attire des investissements. Donc, nous voulons parler d'un exemple spécifique dans l'espace de l'assainissement. C'est un projet qui a été mené et géré par la Malini Water and Sewage Company, donc les services d'assainissement de Malindi. Donc, c'est la responsable qui va nous parler de Mawasco, de ce projet et aussi de ses possibilités parce qu'il y a toujours un écart en termes de financement. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par l'assainissement, ils peuvent comprendre les détails du projet et enfin pouvoir comprendre quels sont les écarts. Donc, pas juste pour un développement de projet. Nous regardons donc ceci. Donc, nous aimerions voir un peu tous les écarts et comment nous pouvons nous y atteler. Donc, je vais passer la parole à Priscilla, qui est notre dernière oratrice pour aujourd'hui, pour parcourir avec nous un exemple actif d'un projet afin que nous puissions comprendre ceci. Et puis, nous aurons la dernière session de questions-réponses et la clôture de notre événement. Priscilla, la parole est à vous. Oui, bonjour à Lise, bonjour à vous tous, où que vous soyez. Donc, mon nom est Priscilla Olwach et je suis responsable des services d'assainissement à Malindi. Donc, nous avons donc travaillé avec l'eau et le mandat de fournir des services supplémentaires en termes de santé publique. Récemment, le ministère de l'eau a pris sur lui cette responsabilité et il a commencé à travailler avec nous. Et nous avons eu donc ce parcours d'assainissement qui n'a pas été très long. Donc, nous avons fait au cours de ces 2-3 dernières années. La planche suivante. Donc, nous avons commencé avec une baseline. Donc, nous avons des défis en termes d'eau. Nous avons donc commencé dans l'assainissement. La population que nous servons est environ de 300 000 personnes. Donc, nous sommes 2 pays. Donc, Malindi est situé sur le site costal. Environ 1% de la population s'appuie sur des sites d'assainissement off-site. Donc, ce sont les hôtels qui sont capables de faire du recyclage. Environ 24%. Donc, la contamination ne peut pas se produire parce que c'est correctement fait, mais nous n'avons pas de site pour disposition. Donc, ce n'est pas parce que c'est correctement contenu que c'est bien. Quand c'est vide, c'est emmené dans un espace ouvert où il y a beaucoup de contamination avec l'environnement. Et donc, il y a 5% de défécation ouverte.
Et même certains des déchets qui sont pris quand ils sont enlevés des latrines, ils ne sont pas emmenés donc dans l'endroit où c'est envoyé. Donc, nous avons décidé de faire un programme de planification pour fournir des services d'assainissement dans notre ville. Ce que nous avons fait, donc nous avons eu 3 objectifs majeurs dans notre plan. Nous avons fait ceci avec les soutiens de notre autres partenaires qui ont parcouru ce parcours avec nous. Donc, le premier, c'est d'avoir un accès à un assainissement géré de manière sécure pour tout le monde, de manière équitable et financièrement durable. Ce que nous avons fait, c'est que c'était un rêve très long où on ne pourrait pas y arriver d'ici. Donc, le deuxième but était de nous assurer d'avoir une clarté dans tout ce qui est mandat et marché. Comme je l'ai dit, nos services d'assainissement avaient besoin d'être clarifiés en termes de qui faisait quoi avec les autorités et qu'est-ce que nous devons faire et qui fait quoi. Et le troisième objectif est de créer des emplois et d'augmenter les capacités locales en augmentant les infrastructures. Et donc, nous avons mis sur point un plan de 85 millions de dollars en 3 phases avec un court terme, un moyen terme et un long terme avec des plans d'action clairs. Donc, nous avons juste trouvé des métriques assez basiques pour voir si nous sommes à 30%. Donc, si la défécation ouverte est à 5%, il faut que ce soit juste 4% à 2025 si c'est le pourcentage des déchets qui sont correctement gérés. Nous sommes à 1% et nous aimerions être à 40% d'ici 2025. Donc, ces métriques sont censées nous guider pour pouvoir naviguer cet espace d'assainissement correctement. Cette planche montre comment nous avons évolué. 2017, c'est notre master plan qui n'est pas encore financé. En 2018, donc nous avons un programme qui est donc permet d'avoir 500 toilettes. Donc, nous avons fait ceci dans les écoles. Puis en 2019, nous avons fait un plan. En 2020, nous avons commencé à regarder la manière dont nous ancrons notre plan. Donc, nous avons cherché des financements. Et notre projet s'appelle le projet Transform. Et il est fondé par Unilever et nous sommes en train de le mettre en place. Bon, nous sommes maintenant dans ce parcours pour avoir une étude de préfaisabilité que je peux partager avec vous par la suite. Donc, avec Suède et cette étude de préfaisabilité, nous avons eu pas mal d'intérêt. Nous avons dû reconcevoir notre projet et notre programme d'assainissement de l'eau pour qu'il soit mieux aligné. Je suis désolée, j'ai oublié de mettre l'argent pour tout ce qui était construction. Donc, c'est de 1,2 million de dollars américains. Et qu'est-ce que c'était censé faire? C'était censé avoir 10 blocs d'ablution. Nous avons donc pu faire des conceptions solides.
Nous avons besoin de reconstruction pour avoir donc pour remplir ce plan. C'est pour ça que vous pouvez voir le financement maintenant qui a augmenté de 3 à 4 fois. Nous sommes passés de 2,5 à 9,8. Et c'est ce dont je vais parler par la suite en détail. Comment est-ce que Suède nous a aidés dans ce projet afin d'évaluer le projet? Ils nous ont aidés dans notre évaluation des opérations, des évaluations commerciales, ainsi que de l'impact social du projet une fois qu'il serait terminé, ainsi que fournir des indications sur comment nous allions le structurer en avançant. Donc, nous avons travaillé avec eux pour voir ce que nous allions faire et ce dans quoi nous devrions investir en allant de l'avant. Très rapidement, avec Suède, nous avons regardé l'opération. Donc, comment est-ce que ces opérations devraient se faire? La compagnie, pour l'instant, n'a pas la capacité d'opérer ce plan. Donc, nous avons besoin d'une expertise technique substantielle pour opérer ceci. Donc, nous devons utiliser aussi les déchets biologiques dans un système continu. Dans le projet de transformation, je vais vous montrer les défis que nous avons rencontrés pour tout ce qui était containment. Nous devons aussi nous améliorer dans le fait de nous débarrasser des déchets de manière sécurisée. Donc, avec ce projet, nous avons pu parler à nos interlocuteurs et trouver entre 46 et 50 formateurs pour travailler avec eux, voir ce qui est nécessaire. Donc, l'activité, elle est là. Et donc, nous avons appris donc, ici, nous avons pu utiliser des fosses qui étaient déjà prêtes. Ensuite, pour ce qui était la demande, il y a une demande pour les briquettes. Bien entendu, ce site d'assainissement allait fabriquer beaucoup de briquettes, ce qui était nécessaire aussi pour tout ce qui était chauffage. Il y a une demande pour ceci. En termes de construction, nous allons mettre un contracteur en place au 2 juin afin de pouvoir mettre les choses en face. Donc, quand on regarde l'impact environnemental et social, donc, il va y avoir des services d'assainissement améliorés, le type de ressources que nous avons eues. Les services publics peuvent utiliser ça pour améliorer la fourniture de services. Ça doit aider les foyers à s'améliorer. Sur la création des emplois, il va y avoir 10 employés, mais en amont, il y a beaucoup de services et d'opportunités d'emploi. Donc, par exemple, ce que nous faisons, c'est que nous allons opérer ceci en tant qu'entreprise sur l'amélioration de la gestion des déchets fécaux. La moitié de la population de Malindi n'a pas des latrines qui sont correctement isolées. Il y a beaucoup de contamination croisée avec la table phréatique. Encore une fois, nous n'avons pas un site pour jeter ces déchets. Il y a encore beaucoup de déchets qui polluent l'environnement.
pour des alternatives environnementales, donc pour éviter que les résidents fassent encore pire. Donc les briquettes seront utilisées comme alternative pour du carburant. Elles sont utilisées comme alternative par ailleurs ou pour des besoins industriels. Une tonne métrique de briquettes. Donc, vous allez pouvoir imaginer à quel point nous allons sauver des arbres. Il y a beaucoup de soutien qui doit se faire pour l'instant. Of course, we now have a sanitation department that is not, well resourced. It doesn't even have lots of, equipment and even the facilitation that it requires. There's a lot that requires to be done. Il y a beaucoup qui reste à faire. Aussi, j'ai parlé de tout ce qui est contenir ceci. Donc, après la construction, nous allons avoir un opérateur privé qui va gérer ceci, mais nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de capital de travail qui sera nécessaire au départ. Donc, quelles sont les ressources? C'est peut-être les banques commerciales ou la manière dont ça va être soutenu. Donc, nous avons réfléchi pour voir le soutien après la construction. Je voulais souligner en 2 planches ce que nous sommes en train de faire pour la préparation de la construction. Nous nous assurons que nous avons une bonne qualité de sludge qui arrive. Nous travaillons sur un projet avec 5 objectifs. Donc maintenant, nous en avons 4 qui sont réalisés. Nous sommes censés développer un business model pour stimuler le marché de l'assainissement à Malindi. Nous sommes censés former environ 50 personnes. Et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous travaillons avec 4 d'entre eux tous les jours. Et ces personnes peuvent aider. Donc, et quelles solutions on apporte? Ensuite, nous sommes censés développer ceci parce que nous réalisons que nous n'avons pas de tarifs pour l'assainissement. Donc, nous sommes en train de prendre des ressources pour voir un peu ce que nous allons faire afin de développer ceci, afin de rendre notre activité durable. Nous n'avons pas donc de station de transfert afin de réduire la distance du CBD qui amène donc les déchets FSTP. Donc, c'est assez loin. C'est environ 19 km. Donc, il faut y avoir des espaces publics au sein du CBD afin d'avoir un espace central que les petits opérateurs peuvent prendre. Et ils utilisent donc un camion pour les amener. Donc, encore une fois, nous sommes en train d'améliorer la coopération. Il y a aussi une formation que nous avons eue donc avec eux. Encore une fois, sur la transformation du projet, que sont les étapes qui restent. Donc, il faut identifier le comportement des personnes et identifier pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc, pourquoi est-ce qu'ils, quand la fosse est pleine, pourquoi est-ce qu'ils en creusent encore une? Vous pouvez voir la photo. Donc, c'est le comportement qu'ils font où ils entrent dans la fosse sans vêtements, en étant à moitié habillés, sans EPI. Donc, voilà, on vide la fosse le soir. Donc, voici les choses que nous essayons de décourager et puis progressivement de pouvoir utiliser des prototypes et les tester avec des idées, donc voir quelles sont les solutions pour le transport que nous pouvons utiliser. Et ensuite, pour le 3e aspect, donc justifier les concepts principaux recommandés pour l'étape d'intervention. Donc, vous pouvez voir les photos en bas à droite.
vous pouvez voir, le service maintenant est fait de manière professionnalisée pour vider ceci. Nous sommes en train de faire le marketing de ceci, que nous pouvons offrir des services pour vider ceci dans la journée par des gens qui sont habillés correctement. Donc, nous documentons ceci et nous espérons faire augmenter ceci. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Il y a beaucoup qui reste à faire. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de rassembler le soutien des partenaires pour vraiment lancer notre investissement et en espérant qu'ils nous connectent à d'autres bailleurs LADOR. Donc, il y a aussi des choses clés. Donc, voici ce que nous avons devant nous et nous travaillons avec Suède. Donc, vous pouvez voir ici l'équipe de Suède qui est là et nous avons de nombreux partenaires qui nous aident. Donc, quels sont les résultats? Il y a toute une série de résultats. Donc, je vais en parler seulement de 2 ou 3. Nous avons pu parler des besoins de traitement. Nous savons où se trouvent les défis. Nous savons quels sont les écarts. Nous savons ce dont nous avons besoin. Nous avons pu y répondre en utilisant ceci. Et nous avons aussi pu inclure certaines des processus. Nous avons aussi pu parler donc aux propriétaires en leur demandant quel type de service serait nécessaire si on pouvait démarrer, et ils nous ont donné vraiment beaucoup de pistes que telle ou telle personne ne peut pas se permettre ceci et le type de prix que nous pouvons adopter. Donc, maintenant, nous sommes en train de faire un marketing de services supplémentaires pour notre traitement. Et puis, nous avons aussi amélioré une gouvernance. Nous avons maintenant un mandat d'assainissement du gouvernement pour faire partie du mécanisme d'assainissement, juste pour regarder la manière correcte dont les choses doivent être faites. Et nous avons eu des contacts aussi avec le département de la santé publique pour voir comment les choses devraient être gérées. Donc, en avançant, nous avons donc un programme d'assainissement, la manière dont nous regardons. Donc, nous regardons où nous avons démarré en 2017 avec une prévision jusqu'en 2025. Donc, tous les bailleurs de fonds qui arrivent peuvent se situer sur cette carte. Nous avons un soutien pour la construction, pour aussi améliorer la conception de toilettes dans les zones à faible revenu économique. Et donc, comment nous pouvons faire ceci? Donc, que sommes-nous capables de faire en termes d'investissement pour la récolte des déchets et leur transport et pour tout ce qui est FSTP? Donc, pour l'instant, nous sommes en discussion avec Suède pour augmenter le projet, pour le développer et le transformer. Donc, ça a été informé par les leçons que nous avons apprises. Nous avons aussi hâte de voir les aspirations de la Banque mondiale pour tout ce qui est financement de partenariats publics et privés pour améliorer nos opérations. Voici où nous en sommes. Et donc, nous avons travaillé avec les financements dont Milton a parlé précédemment. Donc, de quoi avons-nous besoin? J'ai parlé de la plupart des activités. Donc, nous devons améliorer nos systèmes pour recueillir et contenir les déchets. Nous avons besoin d'augmenter les capacités.
aussi au niveau de départements d'eau parce qu'ils n'ont pas encore de composante d'assainissement. Donc, il y a aussi une demande de création, une création de la demande pour des services en sécurité professionnalisés. Nous voulons renforcer aussi le cadre réglementaire pour soutenir ces politiques sur l'assainissement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Il faut aussi explorer une taxe d'assainissement. Nous sommes en discussion avec leur régulateur pour voir comment nous pouvons faire et nous regardons encore à ce qui est donc les égouts. Donc, nous avons le master plan des eaux usées établi donc pour les deux villes qui sont Malindi et Motane avec les coûts qui sont indiqués. Donc, beaucoup reste encore à faire. Mais avant, nous devons réfléchir en amont et c'est pour ça que nous sommes engagés avec Suède pour tout ce qui est financement prospectif. Voilà. Et c'est tout. Merci. Thank you. Merci. Thank you very much, Priscilla, for sharing with us about. Merci beaucoup, Priscilla, de ce partage sur ce projet et du soutien que vous avez obtenu de Suède. Merci de nous avoir parlé des opportunités que vous avez eues. Je pense que la première question que j'ai moi-même en attendant d'entendre celle de notre public, c'est d'essayer de comprendre. Vous avez mentionné le fait que les nappes phréatiques sont basses et du point de vue du climat, nous savons que le niveau de la mer va augmenter. Donc, je souhaitais comprendre comment vous gérez cette question en particulier. Je sais que vous avez parlé de lois spécifiques. Et est-ce qu'il y a un soutien des gouvernements nationaux sur cette question pour s'assurer que ces eaux ne sont pas contaminées? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Lise, pour cette question. Nous avions une discussion lors de la réunion avec les partenaires. Vous avez montré un formulaire. Ils étaient ravis de voir que le puits était bien, que le creux était bien sec, etc. Et en fait, le lendemain, il a vu que il y avait déjà beaucoup d'eau et que même au bout de quelques jours, ce trou était plein. Donc, nous devons avoir des designs standards qui sont les mêmes partout pour ce type de fosse. Et donc, on doit partager ces designs avec tout le monde. Et avant que les bâtiments ne soient approuvés, il faut être sûr qu'il y a une fosse septique qui soit aux normes. Et celle-ci doit être respectée au cours de la construction. Nous avons des difficultés avec ces problèmes du niveau de la mer. Vous pouvez imaginer ce que ça peut signifier. C'est un énorme défi. Merci beaucoup. Je regarde le chat et je ne vois pas d'autres questions. Donc, je souhaitais vérifier avec notre public. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite allumer son micro et poser une question à Priscilla ou à n'importe lequel de nos panélistes? Je sais que nous avons toujours Milton et Simon dans l'appel avec nous. Donc, je vous donne quelques secondes. Voilà, n'hésitez pas à allumer votre micro et poser vos questions. Alors, peut-être que pendant qu'ils se préparent, nous avons Jim Lane du service d'assainissement qui a fait la conception pour nous, pour la FSTP. Est-ce qu'il est toujours là? Peut-être qu'il pourrait nous dire un mot sur son travail là-dessus.
Très bien, allez-y. Oui, salut, je suis là. Excellente présentation, d'excellentes informations de la part de tous nos orateurs. Merci. Donc, j'ai été impliquée dans la conception. Avec l'assainissement, nous avons pu utiliser notre expertise en ce qui concerne l'opération de sites similaires au Kenya et nous avons opéré 2 de ces sites depuis 7 à 8 ans maintenant. Donc, nous avons pu tirer parti de cette expertise et nous avons pu trouver une solution qui réponde à la situation à Malindi. Donc, c'était un projet très intéressant. C'était super de travailler avec cette équipe. Et je suis disponible également pour répondre aux potentielles questions de notre public. Il n'y a pas eu de questions pour l'instant, mais nous allons partager vos coordonnées. Et vous pouvez nous trouver, vous pouvez nous contacter par email sur les réseaux sociaux et nous vous répondrons. Et pour clore cette session aujourd'hui, je vais inviter Monica Motserwe, qui est notre chef d'équipe qui a ouvert la session pour nous. Mais avant de ce faire, je souhaitais remercier tous nos participants aujourd'hui et nos orateurs également. Merci de nous avoir parlé de vos expériences. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vous rends la parole. Ouais. Monica, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, il y a une question. Ah, OK. Oui, bien sûr. J'espère que vous m'écoutez. Je vais avoir besoin d'interprétation. Yes, we can hear you. Oui, nous vous entendons. OK. Is it Antoine? Moi, c'est Go ahead. Antoine Agossou. Allez-y, Antoine. Agossou Antoine. De la République du Bénin. Je suis membre d'une association des habitants des zones taudis et bidonvilles. Et vous savez que dans les bidonvilles, il y a plus de déchets et les zones ne sont pas propres comme il le faut. Ce n'est pas urbanisé. Nous rencontrons beaucoup de problèmes dans des bidonvilles et que nous avons un peu partout dans le monde entier. Donc, j'aimerais savoir, avec l'explication, la présentation, j'ai gardé beaucoup de choses. Et j'aimerais savoir s'il y a possibilité pour les habitants des zones bidonvilles de travailler avec Suède pour l'amélioration et pour travailler aussi, disons, l'amélioration des conditions de vie des habitants des zones bidonvilles. Est-ce que c'est possible d'avoir un tel partenariat entre les habitants des zones bidonvilles de mon pays et Suède? C'est une question que je voulais poser. Merci beaucoup pour cette question, Antoine. Si j'ai bien compris, vous demandez s'il y a une opportunité pour les habitants de bidonville d'avoir un meilleur assainissement et de participer au programme Suède. Je vais demander à Priscilla de répondre à cette question. Priscilla, est-ce que vous avez entendu la question parce qu'il fallait avoir à lancer l'interprétation, mais Antoine demandait s'il était possible d'avoir un partenariat pour l'assainissement avec les bidonvilles. Et comment est-ce que vous gérez ça? Je sais que c'est un défi. Il faut qu'il y ait les infrastructures en place pour atteindre ces zones. Mais j'aimerais aussi entendre comment vous travaillez de concert avec les habitants de ces bidonvilles pour améliorer l'assainissement. Oui, merci Lise, merci Antoine pour cette question. Il est vrai
que nous n'avons pas de bidonvilles à Malindi, mais nous avons des zones à revenus très faibles qui sont très densément peuplées et c'est également un défi. Aujourd'hui, mettre en place une fosse septique est un défi dans ces endroits. Lorsque les fosses de ces zones sont pleines, eh bien, en général, les habitants les quittent. De ce que l'on pense faire, c'est juste d'améliorer les fosses septiques qu'ils ont déjà. D'abord en mettant des latrines qui sont basées sur l'eau et nous changeons les panneaux. Ça a déjà été fait dans plusieurs villes du pays. Ce n'est plus une fosse à latrine. Il y a un programme que nous avons lancé pour l'amélioration dans 3 établissements informels à Malindi pour améliorer également les portes. Ce que nous avons fait, c'est le projet dont j'ai parlé en 2018 qui se concentrait sur les zones à revenus faibles qui avaient des gros problèmes d'assainissement et nous leur avons fourni des portes. Donc voilà certains des projets que nous menons. Comment travaillons-nous là-dedans? Eh bien, en général, on a au Kenya un leader pour un quartier de 10 maisons. Donc, nous travaillons avec ce chef de quartier, en fait, et avec des bénévoles de la communauté. En général, nous travaillons avec eux. Donc, voilà comment nous travaillons. Et nous avons des discussions dans les établissements où nous invitons ces chefs de quartier dans nos locaux pour essayer de bien identifier leurs défis et d'y répondre. Merci Priscilla. Et aussi, juste pour ajouter que dans le cadre du processus de planification urbaine, les personnes de ces communautés sont incluses. Nous souhaitons vraiment nous assurer que nous aidons à leur développement également, donc nous entrons en contact avec eux pour comprendre certaines des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous n'avons plus de temps, donc merci à tous. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Il y a une question de Obunsu à laquelle nous allons répondre hors ligne et nous allons y répondre. En tout cas, je vous prie de nous excuser de ne pas l'avoir prise en direct parce que nous manquions de temps et Monica va maintenant clore la session. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux orateurs. Et merci pour vos contributions. Merci pour vos présentations. Je souhaitais simplement conclure cette session en soulignant que notre programme est pour le développement urbain. Nous prenons en compte la durabilité. Comme je le disais précédemment, le programme est en place jusqu'en 2024. Donc, grâce à nos partenariats avec les comtés et les municipalités, nous nous assurons que nous les soutenons et que nous faisons un plaidoyer pour s'assurer que ils sont à la tête de leur projet urbain. Nous souhaitons qu'ils aient les opportunités dans le cadre de leur développement urbain. Nous souhaitons qu'ils avancent encore davantage pour qu'ils puissent avoir des budgets prévus pour certains des projets qu'ils souhaitent mener à bien. Donc voilà une façon de s'assurer que ce programme est durable. Et l'autre aspect, nous sommes encore en discussion avec nos partenaires, il s'agit de s'assurer qu'il y aura des opportunités qui iront au-delà. Nous souhaitons progresser là-dessus pour voir ce qui les attend à l'avenir. Je souhaite maintenant remercier toutes les personnes qui ont participé à cette réunion et je vous souhaite une belle soirée et une belle semaine. Et j'espère que nous nous reverrons lors de conférences à l'avenir. Passez une belle soirée. Au revoir.